Chaque année, quand il pleut à Abidjan, le cœur bat. Les Ivoiriens ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ont tous peur. Beaucoup d'effondrements, des drames dans les familles. Des familles sont endeuillées. Les populations ivoiriennes n'en peuvent plus. La chance que j'ai d'avoir mon parapluie me met à l'abri. Sauf que nos bâtiments ne sont pas protégés comme je le suis. Ces bâtiments ont été certainement faits sans le respect des règles de l'art. Et quand ça ne va pas, les regards sont tournés vers le ministère de la Construction qui tiennent pour responsable. Nous avons donc décidé d'enquêter. Avant de poser les questions sans embâche aux différentes personnes de ressources de qualité de ce ministère, nous vous proposons les résultats de notre enquête. Bonsoir. À la Palmeraie, des immeubles aux façades décrépies se dressent de part et d'autre. Des amas de gravats et de poussière envahissent les rues, obstruant le passage. Le silence, habituellement rompu par le tumulte de la ville, est ici assourdissant. Il n'est brisé que par les craquements des murs et les cris étouffés des secouristes. Un silence qui en dit long sur la tragédie qui s'est jouée ici, sur des dizaines de vies brisées. Une famille endeuillée. Et puis il y a un petit aussi qui crie. Il y a un petit qui crie en bas. Maintenant, vigile là, lui de l'autre côté, c'est un ici. Il y a un Libanais là aussi. Il y a un Libanais qui est là. On cause avec lui, on fait appel vidéo avec lui, mais on ne peut pas. Vous ne pouvez pas rentrer. Non, bon. Là, la même chose. Son frère est là, oui. Moi, mais il fait appel vidéo avec lui. Moi, mais il fait appel vidéo avec lui. Il va sortir, le conseil. Des silhouettes casquées s'activent dans les décombres. Les sapeurs-pompiers, le visage marqué par les efforts et la tension, fouillent minutieusement chaque recoin à la recherche de survivants. Les ambulanciers s'empressent d'évacuer les blessés vers les hôpitaux. Donc ils sont arrivés à mettre, ils ont commencé à prendre les trucs, et puis ils ont sauvé la patronne, et puis ils ont sauvé le monsieur. Et puis après, ils sont entrés dedans, moi, mais je suis allé voir. Maintenant que je suis allé voir, je vois qu'il y avait une femme qui était dedans. Je vois que la femme, elle a commencé à crier, que aidez-moi, aidez-moi. Au début, les pompiers sont arrivés, ils ont commencé à demander est-ce qu'il y a quelqu'un. Maintenant, elle a répondu oui, oui. On attendait très faiblement. Maintenant, ça, ils sont sortis. Maintenant, moi, je suis revenu après. Maintenant, ça, comme j'étais seul là, il n'y avait pas de bruit. J'ai entendu sa voix, j'ai appelé mon collègue, on a commencé à l'aider. Il y a un monsieur qui est venu et puis on l'a sauvé. Sur les chantiers à problème, la sécurité n'est souvent qu'un vain mot. La course effrénée au profit prime sur le respect des normes de construction, les matériaux de mauvaise qualité, les malfaçons et le mépris des règles élémentaires de sécurité sont monnaie courante. Oui, évidemment. Oui, mais oui. Actuellement, je ne sais pas là, il y a une personne qui est en bas, elle est morte. J'essaie de la sauver, mais il n'y arrive pas. Mais il dit, si essaye, moi, mais je vais rester. Donc, dans ça, il a appelé les pompiers, ils ont fait le reste. Je ne sais pas s'ils sont toujours encore dedans. Il a sauvé 2 personnes. Un drame de plus qui vient s'ajouter à la longue liste des effondrements d'immeubles à Abidjan. Mais derrière ces tragédies, quelles sont les causes réelles? Pourquoi ces bâtiments censés nous abriter se transforment-ils en pièges mortels? 7 jours après le drame, l'édifice autrefois imposant n'est plus qu'un tas de ruines fumantes. Une épaisse couche de béton et de ferraille tordue recouvre le sol, ne laissant entrevoir que quelques pans de murs chancelants. De retour sur le site, le visage grave, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire arpente les décombres. Son constat est cinglant. Il y a quelques semaines, on avait ici un bâtiment R+3 qui fonctionnait parfaitement avec au rez-de-chaussée une officine de pharmacie et des appartements au-dessus. Aujourd'hui, on ne peut que constater un amas de gravats. Il s'est produit tout simplement la chose la plus regrettable en matière de construction, c'est un effondrement qui a été précédé d'un affaiblissement, un affaissement de ce bâtiment. Tout simplement parce que du côté mitoyen de ce bâtiment ont été entrepris des travaux. Et ces travaux suivent normalement un processus très simple. À partir de la prise de possession du chantier, il y a une installation qui se fait. Et à partir de cette installation, un certain nombre de mécanismes sont mis en œuvre pour implanter ce bâtiment, commencer les fouilles. Dans le cas d'espèces, il s'agissait de faire un bâtiment avec un sous-sol et de consolider
protéger les bâtiments environnants. Malheureusement, il y a eu une succession de situations déplorables, certainement dues soit à une négligence, soit à un manque de compétences. Tout reste à déterminer à travers une enquête qui sera faite très certainement. Et on arrive aujourd'hui à cette situation déplorable de voir un bâtiment qui disparaît à nos yeux. La voix chargée d'amertume, le professionnel fait aussi le constat d'un domino mortel. En fait, l'effondrement de l'immeuble n'a pas seulement causé des pertes en vies humaines et matérielles. Il a également fragilisé son voisin, menaçant de l'entraîner dans sa chute. La protection civile a ordonné l'évacuation de ces derniers, ajoutant la détresse des habitants déjà fragilisés. Alors, vous avez ici un exemple caractéristique d'un bâtiment avec une fondation qui a été déchaussée. Et c'est la chose qu'on ne fait quasiment jamais dans le cadre d'une construction. On arrive d'abord à faire une protection, ce qu'on appelle un blindage de soutènement, avant de procéder aux travaux d'excavation. Inverser court le risque absolu de provoquer des désordres. Il peut ne pas avoir effondrement, mais il peut avoir des fissures qui apparaissent à l'intérieur du bâtiment. Tout simplement parce que vous êtes arrivé à modifier la stabilité du bâtiment tel qu'elle a été conçue initialement. Elle est complètement modifiée par ces travaux annexes qui sont en train d'être réalisés. Ici, le bilan provisoire était déjà lourd. 18 victimes, dont une personne toujours portée disparue. Une pharmacie située au rez-de-chaussée a été pulvérisée sous le poids de l'effondrement, emportant avec elle une vie innocente. C'était la caissière de la pharmacie qui n'a pas pu être sauvée à temps. Ce soir, une enquête inédite est lancée pour tenter de comprendre les causes de ces drames récurrents qui frappent Abidjan. Nous nous sommes rendus sur les chantiers à problème, ces lieux où la sécurité et les normes semblent bafouées. Victimes. Le président il fait ce qu'il peut, mais ceux qui sont devant de nous n'ont qu'à réagir. On ne peut pas rester dans le connerie, on est fatigué de dormir. Autorités. On constate malheureusement qu'on tire à boulet rouge sur le ministère de la Construction. Comme si c'est le ministère qui est à la base vraiment de tous les maux, de ces effondrements, de tous ces drames. Experts. Faire appel à un ingénieur, faire appel à un laboratoire, faire appel à un bureau de contrôle vous donne la garantie que votre projet va être porté à terme dans les règles de l'art. Tous seront entendus pour cerner les contours de ce fléau et proposer des solutions pour y mettre fin. Car derrière les décombres de tous ces immeubles qui tombent comme des châteaux de cartes, se cache un mal plus profond, celui d'une négligence meurtrière et de l'impunité qui exige une réponse ferme et collective, car il y a problème. Ce matin, rendez-vous avec Yao Ngoran, chef de service des contrôles d'investigation de toutes les constructions à Abidjan. Une lourde tâche pour une équipe en proie au manque de moyens. Tout de suite, la confession est glaçante. Sur 100 constructions dans la capitale ivoirienne, 90 n'ont pas de permis de construire. Vous imaginez, on a autour de 90% des constructions qui sont réalisées sans permis de construire. Également, nous avons des ouvriers non qualifiés qui font ces travaux-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a un manque criard de personnes qualifiées pour faire des travaux. Aussi pour la question relative à l'absence de permis de construire sur les différents chantiers, c'est lié à l'incivisme. Les tests existent, seulement les gens estiment que solliciter une autorisation pour aller construire ou alors même solliciter un ingénieur conseil pour le suivi des travaux, c'est trop coûteux. On préfère convertir ces ressources financières en tonnes de ciment acheté, en matériel ou en matériaux à acheter. Donc, les populations ne voient pas l'utilité d'avoir un permis de construire ou alors se faire accompagner par un bureau de contrôle. Face à l'urgence de la situation, les autorités ivoiriennes ont annoncé un plan d'action ambitieux pour renforcer les contrôles et lutter contre les constructions anarchiques. Des mesures qui semblent bien timides face à l'ampleur du défi
et à l'inertie qui a longtemps prévalu dans ce domaine. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ah non, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est des vieux bâtiments, malheureusement. La cupidité des propriétaires, le propriétaire va te faire comprendre que c'est des choses qu'il peut rattraper et tout ça, mais en réalité, il ne peut pas rattraper. Il ne peut pas rattraper. Peut-être même qu'il aurait été bien que vous alliez, vous voyez ce bâtiment-là, ou du moins tous ces bâtiments-là. Toute la terre est partie, même il y a déjà la clôture qui est déjà tombée, la clôture qui est déjà partie. Et donc, tous ces bâtiments-là, si on ne les démolit pas, écoutez, ça pourra être un danger pour la population. Des enfants peuvent s'amuser ici, en bas, et puis bon, le bâtiment il tombe. Et puis bon, là, on va encore déplorer des morts. Donc, on est obligé d'y aller. Généralement, il y a des milieux d'accompagnement pour les propriétaires ou c'est à leur perte? Mais c'est à leur perte. Parce que c'est le propriétaire ou le maître d'ouvrage qui devait donc prendre des dispositions pour que ça n'arrive pas. Abidjan, ville en pleine expansion, se présente ces dernières années comme un chantier à ciel ouvert, où la course effrénée à la rentabilité prime sur la sécurité des citoyens. Des immeubles poussent comme des champignons, sans respect des normes, sans contrôle, sans âme. L'histoire des constructions qui n'ont pas le permis de construire, c'est dans un premier temps de faire arrêter le chantier. Faire arrêter le chantier et demander au maître d'ouvrage d'aller régulariser sa situation auprès du guichet du permis de construire. Si malgré cette injonction, le maître d'ouvrage poursuit ses travaux, alors nous enclenchons la procédure de démolition. Donc c'est suite à que le maître d'ouvrage traîne un peu que la démolition est une option. Les démolitions interviennent lorsque vous ne respectez pas la procédure ou alors les injonctions d'arrêt des travaux. On dit même la construction est faite dans les règles de l'art. On ne peut pas avoir la preuve que votre chantier est stable, que votre bâtiment est stable. À partir du moment où vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas d'ingénieur conseil, on ne peut pas le savoir. À partir de ce moment-là, on fait arrêter le chantier et on vous dit d'aller au guichet unique du permis de construire pour aller regarder votre situation. Une ville qui, pour renaître de ses cendres, devrait impérativement s'attaquer à la racine du mal, l'insalubrité immobilière. C'est la raison pour laquelle que depuis 2020 à ce jour, les actions de la brigade sont de plus en plus fermes. De 11 effondrements d'immeubles en 2020, Abidjan est passé à 3 effondrements en 2023. Même si le résultat est encourageant, l'objectif est clair, 0 effondrement. Sur le terrain, nous suivons les équipes de la brigade de lutte contre les constructions anarchiques. Bonjour monsieur. Ministère de la Construction. Bonjour, bonjour. Ministère de la Construction. On peut voir le chef chantier. Premier arrêt, un chantier illégal. Des ouvriers s'affairent, maniant les outils rudimentaires et ne respectant aucune règle pour leur sécurité eux-mêmes, à première vue. Le doute s'installe rapidement, ni autorisation, ni panneaux de chantier, ni permis de construire ne sont visibles. Bon, ce qu'on va faire, on va vous demander d'arrêter parce qu'on n'a aucun document qui atteste que le chantier doit se réaliser. Ok, donc on va vraiment demander à ce qu'on arrête. Bon, ici, nous sommes arrivés, on a échangé avec le chef chantier et il se trouve qu'il n'a aucune information concernant les documents afférents à son chantier. Et là, pour ne pas prendre de choc à risque, on lui demande l'arrêt des travaux, le temps qu'il puisse venir à notre bureau pour venir pour un arrêt immédiat. Parce que normalement, quand on vient, on doit forcément voir un panneau chantier. On doit forcément voir un
panneau chantier. Dès l'instant qu'on a un panneau chantier, à ce moment, même s'ils n'ont pas tous leurs documents sur le chantier, on peut laisser une convocation afin qu'ils viennent au bureau et nous présenter tous les documents afférents. Et si après, on se rend compte que au niveau des documentations, il y a certains éléments qui ne sont pas là, on va revenir sur le chantier et faire arrêter. Le doute n'est pas permis, les membres de la brigade interviennent immédiatement, ordonnant l'arrêt des travaux et dressant un procès verbal à l'encontre du promoteur. L'équipe a aussi le pouvoir de saisir le matériel. On a en fait pris la manivelle de leur machine, la clé de leur machine en fait. Donc ce qui voudrait dire qu'ils ne pourront pas travailler avec cette machine à notre absence. À moins qu'ils fassent venir encore une autre machine. Voilà, là au moins nous sommes vraiment rassurés qu'après notre départ, ils ne vont pas travailler. Chef Soumaoro est le patron de cette équipe. Pour lui, c'est le combat d'une vie. Un combat pour la vie pour éviter que de nouvelles tragédies ne viennent endeuiller des familles et briser des rêves. La difficulté que nous avons, on travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il peut arriver, on peut faire arrêter un chantier. Et comme ils savent que nous ne travaillons pas les week-ends, et ils se cachent pour en fait travailler les samedis et dimanches. Et souvent, il y a certains chantiers qui prospèrent de cette manière. Voilà, et il est vraiment difficile pour nous et il faut quand même dire que c'est vraiment embêtant. Voilà, c'est vraiment embêtant. Et souvent aussi, un chantier peut être à l'arrêt pendant 2 à 3 mois. Et après, au moment où on n'a plus la tête sur la zone, un jour on passe, on voit qu'ils sont passés à un autre niveau supérieur. Il y a bien des promoteurs qui savent jouer au chat et à la souris. Non, ils étaient là ce matin. Moi, je suis passé là le matin. Mais ici aussi, l'ombre de l'illégalité plane. Le chantier ne dispose d'aucun permis de construire. Selon le chef de la brigade, ce chantier prospère uniquement les week-ends pour échapper au contrôle inopiné, comme celui-là. Donc, prenez la bombe et puis faites encore à nouveau un marquage. Il faut quand même dire qu'on avait déjà fait un marquage, mais ils ont caché ça avec le choc à ciment. Donc on va encore refaire un autre marquage pour en fait dire que c'est un chantier qui ne doit pas, dont les activités ne doivent pas prospérer parce qu'ils n'ont pas de choc à permis. Voilà. Qui a la bombe là? Ce n'est pas la première fois que la brigade se rend sur place. Une inscription en rouge ordonnant l'arrêt des travaux avait été apposée. Mais le promoteur, rusé, l'a dissimulé sous une couche de ciment. Face à cette situation, la brigade ne peut que constater l'impuissance de ses moyens. Et la traque continue. Nous sommes maintenant à la Riviera 2. Derrière la façade de cet imposant immeuble se cache une réalité frauduleuse. Le promoteur, profitant des lacunes des contrôles, a fait construire 2 étages supplémentaires non déclarés sur son permis de construire initial. Pourtant, son permis de construire autorisait un R+6. Mais l'ambition démesurée du promoteur l'a poussé à construire 2 étages supplémentaires, ajoutant un penthouse sur la dalle. Un défi flagrant à la sécurité et aux règles d'urbanisme. Bon, ici, c'est un bâtiment qui a un permis de construire. Ils ont un bureau de contrôle. Ils ont une sur un chantier. Voilà. Mais il se trouve que le chantier n'est pas conforme aux prescriptions de son permis. Et on les a convoqués déjà et on leur a demandé de faire une étude de stabilité et de solidité de leur bâtiment. Un ajout majeur qui fragilise dangereusement la structure du bâtiment et qui pourrait mettre en péril la sécurité des occupants. Dans ce genre de contexte, le promoteur doit faire appel à des professionnels pour faire des études de stabilité afin de s'assurer que la fondation peut soutenir les étages en plus. Et il s'est trouvé que normalement, ça fait pratiquement 1 mois, on n'est pas encore en possession de ce document-là. Et les travaux devraient être à l'arrêt. Mais il se trouve qu'ils continuent de faire à travailler.
Voilà. Or, on voudrait être déjà situé sur la situation de leur bâtiment. Voilà. Donc ce matin, nous sommes en fait là pour en fait demander si l'étude a déjà été faite. Si l'étude a déjà été faite, ils vont nous produire le document. Et dans le cas contraire, on va faire une saisie à nouveau. Voilà, pour les amener à pouvoir arrêter et puis à faire l'étude. Dans ce combat contre les constructions illégales, la brigade de contrôle du BTP se heurte à l'appât du gain et à l'irresponsabilité de certains promoteurs. Des études de stabilité bafouées, des matériaux douteux, des chantiers menés en catimini, autant de dangers qui guettent la ville et ses habitants. La brigade, déterminée à mettre un terme à ce fléau, multiplie les contrôles et sévit sans relâche. Mais est-il toujours suffisant ? Un grondement sourd déchire le ciel d'Adjamé. Un nuage de poussière s'élève. Puis, le silence. Un silence assourdissant, brisé seulement par les cris et les pleurs des habitants. Un R+4 qui semblait hier encore solide et imposant s'est effondré comme un château de cartes. C'est l'immeuble qui a été effondré, R+4. Donc quand les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont dit que les gens n'ont qu'à évacuer le coin, que l'immeuble va s'effondrer. Donc puis l'immeuble s'est effondré. D'abord qu'ils ont dit le plan, c'est comme ça, c'est tombé. Donc voilà ça, l'entrée c'était ici. Il y avait des magasins et puis un véhicule en bas. Il y a un véhicule actuellement en bas. Oui, il y a un véhicule actuellement en bas. Et puis il y a un magasin de gaz qu'on a peur même. Ce n'est pas que ça a fait des dégâts encore. Donc on demande pardon. Donc on envoie une machine qui pourra venir évacuer un peu pour qu'on puisse faire sortir les bouteilles de gaz. On s'est rendu compte que justement l'immeuble commençait à se pencher. Vous avez alerté les autorités? Oui, les gens du quartier ont alerté les autorités puisque c'est depuis à 4 h du matin l'immeuble a commencé à se pencher. Nous on a à Bobo, on nous a appelé que venez, votre immeuble est penché. Aïcha, la fille de la propriétaire du terrain sur lequel s'est construit l'immeuble, est effondrée. Elle avait vu les signes avant-coureurs. Des fissures dans les murs, des portes qui grinçaient, des craquements inquiétants. Elle avait alerté le promoteur, mais il ne l'a pas écouté. Quand on veut parler, on dit qu'il ne faut pas qu'on va parler. Voilà, regarde comment ça est, regarde le matériel. Quand même tu vois, regarde. Il y avait toutes sortes de sables qui venaient verser ici. Toutes sortes de sables. Vous voyez, vous constatez vous-même, c'était pas bon. C'était même pas bon du tout. Ça fait combien de temps qu'on a commencé à construire cet immeuble? Ça vaut 3 ans maintenant. 3 ans. Nous on n'habite plus ici, ça vaut 3 ans. Et puis ici, on vient, on regarde, on s'en va, on vient, on regarde, on s'en va. Ils nous disent ça va finir, ça va finir, ça va finir, mais ça ne finit jamais. Parce que la construction n'est pas bien faite. Dans les décombres, un technicien de la SODECI procédait lui aussi à un constat glaçant. Lors de la construction de l'immeuble, les ouvriers avaient gravement endommagé une canalisation souterraine, fragilisant ainsi les fondations du bâtiment. La fondation n'a pas été creusée assez profondément, le visage grave, à peine 1 mètre pour un bâtiment de 4 étages. À cause de la fondation n'a pas été ça. La fondation n'a pas été ça. La fondation, vraiment sincèrement, c'est pas ça. C'est pas la fondation qui devrait soutenir l'immeuble R+4. Bon, les gars de service de la construction sont venus à plusieurs reprises. Mais à chaque fois qu'un service vient, on met fin aux activités de la construction et puis après, ils s'en vont et puis bon, les activités continuent. Donc ça a été ça jusqu'à ce que le bâtiment finisse. C'est vraiment dommage. Il y a un gros trou qui était en bas, le tuyau de la SODECI passe là-bas. Le gros trou, c'est le monsieur qui a construit, qui a creusé. Il a fait un gros trou en bas et à la suite de ça, il a mis un béton en bas en croyant que ça allait soutenir. Mais c'est un faux travail. Ça ne peut pas. Donc la solution c'était de démolir et puis refaire la fondation à nouveau. Et malheureusement, ça n'a pas été ça. Le technicien avait alerté les services du ministère de la Construction, qui selon ses dires, avaient effectué une visite sur le chantier. Mais, à la stupéfaction générale, les travaux avaient repris dès la semaine suivante, comme si de rien n'était. Mais, que s'est-il passé entre-temps? En tout cas, c'est pas pour à peu près 50 cm pour un bâtiment.
c'est peu, ça ne peut pas se tenir. Lorsque le tuyau de la SODECI est cassé, on est venu pour réparer. C'est au cours de la réparation on a vu que vraiment la fondation n'était pas ça. Ce n'est pas du tout ça. On voyait ça venir, oui. Tôt ou tard, en tout cas, ça allait se produire ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage. Tôt ou tard, ça allait se passer. Ces immeubles-là, en tout cas, ça allait s'écrouler. Donc la solution, c'est peut-être de casser et puis reconstruire et bien faire la fondation. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est vraiment un dommage. Autour de l'immeuble effondré, les familles des quartiers voisins se rassemblaient. La peur et l'incompréhension dessinaient sur leurs visages. La chute de l'immeuble avait entraîné la destruction de plusieurs maisons alentours, laissant de nombreuses familles sans toit en pleine saison des pluies. On pensait que ça n'allait pas tomber sur la cour, puisqu'on se disait que le ministère allait vite arriver, donner la permission et puis la machine allait casser pour ne pas que ça tombe. Mais on a attendu jusqu'à 9 h. Le ministère n'avait pas encore donné l'accord pour qu'on puisse casser. Donc on est resté là 9 h combien là? On a vu la maison en même temps. Ça a commencé à s'écrouler. Donc puisqu'il n'y avait personne, on est resté. On est resté en train de regarder, on ne peut rien faire. On est sur la plaie, on n'a rien. Moi-même, maman-même, je ne sais même pas où elle est. Et je suis venue, elle n'est même pas vue. C'est maintenant on vient de me dire qu'il y a une soeur qui est venue la chercher. Voilà, la déposer, on n'a rien pris. Vous demandez, vous nous voyez là, c'est comme ça on est. Depuis 4 h du matin. Hein? Quand il y a un problème comme ça, quand on signale, on pense bien que l'État doit faire quelque chose. Les agents du ministère? Oui, ils sont venus. Les agents du ministère sont venus plusieurs fois ici. Mais il n'y a pas eu d'issue. La saison des pluies a aggravé la situation. Les familles sinistrées se retrouvent exposées aux intempéries, sans eau potable ni sanitaire. Même aiguille, je vous prie de venir soulever les trucs là. Il y a les diplômes de ma fille qui sont dans la maison, par l'eau va mouiller. Tout abîmé chez moi, tout abîmé, parce qu'il fait d'eau à l'immeuble, tout abîmé. Je n'ai aucune chose même que je possède. Toute ma possession féminine est gâtée. Je n'ai rien. L'effondrement de l'immeuble d'Adjamé est une tragédie qui aurait pu être évitée. Il met en lumière les négligences et la corruption qui gangrènent le secteur de la construction en Côte d'Ivoire. Il vient prendre l'argent, le monsieur s'en va. Ça, on avait eu ce matin-là. Ce gars de ministère, comment on les appelle? Construction. C'est des vauriens, il faut leur dire ça. Des bandes de vauriens. Et ce matin, ça, on n'avait pas regardé. Il aura des dégâts matériels. On dit à nos mamans ici. On a signalé. Depuis qu'ils ont commencé, ça a été signalé. Pourquoi aimer l'argent que l'être humain? Pourquoi ça? Et ils viennent prendre l'argent, je ne sais pas combien on leur donne. Des conneries comme ça. Des miettes. Toujours, c'est des conneries. Rien. Regardez. Les faits là, ça vaut rien, c'est pas ça. En Côte d'Ivoire, il y a des experts. Il faut qu'on se dise cette vérité, c'est pas le président qui doit tout faire. Le président, il fait ce qu'il peut. Mais ceux qui sont devant de nous, ils n'ont qu'à réagir. On ne peut pas rester dans le connerie. On est fatigué de... Des questions demeurent sans réponse. Qui est responsable? Comment empêcher que de tels drames ne se reproduisent? Pourquoi les autorités n'ont rien fait? Pourtant, des alertes avaient été lancées. Chers tous, nous sommes donc de retour sur ce plateau. Le constat, il est alarmant. Mais je voudrais vous prendre à témoin pour dire infiniment merci à monsieur le ministre de la Construction. Monsieur Koné Bruno, je vous regarde droit dans les yeux et au nom de la direction de l'AFTV, je voudrais vous dire infiniment merci. Pour la simple et unique raison, chaque fois que nous avons eu un sujet à traiter concernant votre cabinet, vous avez toujours mis à disposition de l'équipe de Y'a Problème une personne de ressources pour en débattre. Parce que voyez-vous, monsieur Messou, ce dont nous parlons dans Y'a Problème, ce sont les difficultés auxquelles font face les populations. Donc il est donc important, quand ces populations crient leur colère, qu'une personne ressource soit sur le plateau pour qu'on puisse en débattre. Et ça permettrait donc à chacun de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Je suis donc heureux de vous avoir. Et je ne suis pas surpris, parce que vous m'avez promis de répondre donc à toutes les préoccupations sans faux fuir. Je vous invite donc à prendre toutes les dispositions, car la première question que je vous pose, il y a eu beaucoup d'effondrements ces temps-ci. Alors face à cette situation, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci, Mr. John J. Je voudrais, à l'entame, au nom du ministre Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme,
On vous dit merci pour cette opportunité que vous nous offrez une fois encore de nous exprimer à la population. C'est l'occasion également pour exprimer notre sincère compassion à l'ensemble des victimes, surtout à l'endroit vraiment des familles éplorées pour ces différents drames auxquels nous assistons. Ce que je voudrais dire, vous savez, en 2020, la Côte d'Ivoire a assisté à une dizaine d'effondrements. Et de 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un parcours, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été initiées, qui nous ont permis quand même d'aboutir aujourd'hui à 1 ou 2 effondrements au maximum l'année. Pour nous, un effondrement, c'est déjà trop. Il faut qu'on arrive à 0 effondrement. Et comme nous avons souvent de fois dit, le 0 effondrement, c'est l'affaire de tous. En matière de construction, il y a plusieurs acteurs. Il y a l'administration, donc on peut parler du ministère en charge de la construction. Il y a les acteurs professionnels que sont les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les laboratoires, etc., etc. Et il y a aussi la population qui a un rôle important à jouer. Pour qu'on arrive à mettre fin à ces sinistres qui nous peinent tous, ça il faut le dire, il faut qu'on puisse travailler en synergie. Il faut que chacun, n'est-ce pas, puisse remplir la mission qui est la sienne. La matière construction est encadrée par des tests. Il peut citer le test le plus important, c'est le code de la construction et de l'habitat. Au niveau de ce code, les missions des différents acteurs sont connues et les responsabilités sont clairement définies. Donc, il faut que les gens le sachent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu incident, à chaque fois qu'il y a eu effondrement, ce que nous déplorons, malheureusement, parce que ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut éviter, on constate malheureusement qu'on tire à boulet rouge sur le ministère de la Construction. Comme si c'est le ministère qui est à la base vraiment de tous les maux, de ces effondrements, de tous ces drames. Il faut que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes. Mon intention, à chaque fois que je passe sur les plateaux, ce n'est pas de nier notre responsabilité. Loin s'en faut. Nous avons notre responsabilité. Et quand c'est avéré, il y a des sanctions à l'endroit des agents qui ont fauté. Les autres acteurs ont leur responsabilité. Dans notre enquête, notre équipe de production est tombée sur le chef de service de brigade de contrôle et d'insertion de construction qui affirme que 90% des constructions en Côte d'Ivoire se sont faites sans un permis de construire. Je vais vous répondre. Vous savez, jusqu'en 2019-2020, le ministère en charge de la construction ne disposait que de 3 véhicules 4x4 et d'une trentaine d'agents pour tout le district d'Abidjan. Ce qui, naturellement, vous devinez, n'est pas suffisant pour surveiller les milliers de constructions que nous avons sur l'étendue du territoire. En 2019, il y a un décret qui a confié le contrôle de ces constructions à plusieurs structures. Nous avons maintenant une cellule de contrôle des constructions. Il y a les services du ministère en charge de la construction, les services du ministère en charge de l'assainissement, il y a les communes et le district. Donc aujourd'hui, ce contrôle est effectué par l'ensemble de ces services. Mais là encore, le nombre est insuffisant. La clé, chers frères, c'est les mentalités qu'il faut façonner. Parce que l'État a beaucoup de priorités. L'État ne peut pas abandonner les autres aspects concernant le développement et se consacrer uniquement qu'au contrôle des constructions. On ne peut pas affecter tous les agents au contrôle des constructions. Il y a un travail qui est fait au niveau... C'est pour ça que je parle de bataille des responsabilités. Au niveau du ministère de la Construction, nos responsabilités sont connues. C'est pour ça que j'ai dit que nous ne nous fions pas de nos responsabilités, nous assumons. Le ministre de la Construction a pris des dispositions pour un zoning. Ça veut dire qu'au niveau de chaque zone, il y a un responsable. Quand il y a un incident, c'est lui qui répond. S'il n'a pas fait son travail, il est sanctionné. C'est ça qu'il s'agit. Et quand c'est un professionnel aussi qui n'a pas fait son travail, il doit être sanctionné. Et quand le maître d'ouvrage n'a pas fait recours professionnel, il faut qu'on le sanctionne. Au niveau de vos collaborateurs, vous en avez sanctionné combien jusqu'au jour d'aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de... Je ne peux pas donner un nom précis, mais à chaque fois qu'il y a eu effondrement, les agents ont été révoqués de leur fonction. Mais vous êtes quand même conscient que les populations ne sont pas contentes. Elles vous reprochent ce laxisme. Elles disent aussi, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas trop de personnes pour pouvoir couvrir donc tous les chantiers. Mais ceux qui ont la possibilité d'être sur ces chantiers-là,
moi je n'ai pas encore les preuves, mais c'est ce que les populations disent, que ces personnes que vous envoyez pour jeter un regard, n'est-ce pas, sur ces chantiers ne font pas exactement le travail, qu'elles seraient l'objet de corruption, que c'est ce qui facilite la tâche à toutes ces personnes de mauvaise foi de pouvoir faire des chantiers sans respecter les règles de l'art requises au niveau du ministère de la Construction. Qu'est-ce que vous avez à dire comme commentaire? C'est ce que disent les populations. Monsieur Georgier, c'est facile d'accuser. Si un agent fait l'objet de corruption, mais il faut le dénoncer. Est-ce qu'il y a des agents qui ont fait l'objet de corruption qui ont été dénoncés? On le dénonce comment? Mais nous avons un numéro vert. Nous avons, tout le monde connaît où se situe le ministre, les services du ministère de la Constitution. On peut faire un courrier formel adressé à monsieur le ministre. Il prendra ses responsabilités. C'est facile de dire qu'il y a la corruption, il y a ceci. Mais comment voulez-vous que le ministre sanctionne des agents s'il n'a pas de preuves, s'il n'est pas officiellement saisi? Vraiment, des écarts au niveau du comportement de ces agents. Sur le cas d'Adjamé, précisément, à un moment donné, il paraît que le chantier avait été arrêté. Et 2-3 semaines après, on ne sait pas où le promoteur où il est passé. Et le chantier a repris. Aujourd'hui, cet immeuble n'existe plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, pour ce qui concerne Adjamé, ce que je sais, c'est un immeuble qui était pratiquement achevé. Et donc, à l'occasion vraiment des pluies du mois de juin, le bâtiment s'est affaissé. Quand nous avons été informés, nos services sont déportés sur le lieu avec les services de sécurité pour évacuer le voisinage. Et puis le bâtiment s'est affaissé après. Heureusement, pour lui, il n'y a pas eu de victimes. C'est un bâtiment qui a présenté une certaine instabilité. Nos services ont été alertés depuis 5 heures du matin, se sont déportés sur les lieux. Et avec l'appui de nos services de sécurité, ils ont procédé à l'évacuation pour préserver les vies humaines. Et après, le bâtiment s'est affaissé lui-même. C'est ce que je sais. Maintenant, est-ce que nos collaborateurs qui étaient chargés du suivi des travaux de construction de ce bâtiment n'ont pas fait leur travail? Est-ce que ce bâtiment n'a pas bénéficié de permis de construire? Est-ce que ce bâtiment n'a pas fait l'objet de conception par un architecte, qu'il n'y avait pas d'un bureau de contrôle, etc. Ça, je ne saurais vraiment vous répondre sur ce plateau. Si vous, John Gay, vous devrez construire aujourd'hui, la loi vous fait obligation de respecter un minimum de critères. C'est quoi ces critères? Oui, quelles sont ces règles? La règle la plus simple, c'est de faire recours aux professionnels. Vous n'êtes pas un sachant, vous voulez construire, on vous dit de faire appel à un architecte. Et en fonction de la complexité de votre ouvrage, l'architecte va faire appel à d'autres acteurs. Si demain il y a un accident, ce n'est pas vous, c'est l'architecte qui répond. Parce que vous avez un contrat qui vous lie à l'architecte. C'est ce qu'on dit. Maintenant, si vous avez fait de l'autoconstruction et qu'il y a un problème, c'est vous qui répondez. Si vous avez fait de l'automédication, que vous êtes mort, ça c'est votre problème. Si vous n'avez pas respecté les règles minimales en matière de conduite et qu'il y a un accident, c'est vous qui assumez et non le ministère de la Santé. C'est de ça qu'il s'agit. Et je veux dire ici qu'on ne pourra jamais mettre des millions d'argent sur le terrain. Dans aucun pays avancé dans le monde, en matière de construction, on a déployé des milliers d'argent sur des constructions pour réussir. Non. La clé, c'est la mentalité qu'il faut façonner. C'est pour ça que nous demeurons dans une dynamique de communication, de sensibilisation, pour que nos populations comprennent. Oui, alors, monsieur le directeur, je n'ai pas la science infuse, mais est-ce que ce ne serait pas bien qu'on y aille avec des actions fortes? Parce que j'ai l'impression que ces personnes-là agissent sans scrupule. Elles n'ont que faire des drames qui arrivent dans les familles. Chaque année, de nombreuses familles sont endeuillées. Si on tombe sur un irresponsable, ce ne serait pas bien de le punir et punir comme il se doit tous ceux qui ont été impliqués dans cette tragédie. Ok, merci. Je pense que nous sommes en phase. Déjà, au nombre des sanctions, il y a les amendes administratives, il y a les démolitions partielles et puis les démolitions totales. Et à ce niveau, je voudrais rappeler qu'en 2020, il n'y a eu qu'une seule démolition. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est des centaines de démolitions par jour. Et par année, pardon. Des centaines de démolitions que nous faisons chaque année. En réalité, notre rôle, ce n'est pas de démolir. Parce que quand on démolit, ce sont des économies. Mais c'est à notre corps défendant que nous le faisons. Parce que nous sommes conscients que si nous ne démolissons pas à ce niveau-là, on va avoir beaucoup d'incidents et beaucoup de pertes en vie humaine. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, il y a les peines privatives de liberté. Il y en a qui vont en prison. Et là où je suis d'accord avec la population, pour ne pas dire que je suis d'accord avec vous, M. Dondier, c'est de communiquer suffisamment sur les différentes sanctions. Parce que la population a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des effondrements, on fait des discours
Et après, plus rien. Non, parce que ce que je voulais donner comme information, c'est que quand il y a un effondrement, il y a un incident, le procureur de la République se saisit systématiquement du dossier. Donc il y a des poursuites, il y a des sanctions qui sont appliquées. Mais je confesse que sur ce coup-là, l'administration ne communique pas suffisamment. Nous avons entrepris des démarches auprès vraiment des services compétents du ministère de la Justice pour qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut communiquer pour que la population sache que réellement les sanctions sont appliquées. Le code a prévu des sanctions fortes et ces sanctions-là sont appliquées. Voilà. Quand vous construisez dans l'illégalité et qu'il y a le moindre incident, mais le minimum, c'est d'aller en prison. C'est la peine privative de liberté. Et vous êtes tenu de payer tout ce qui est dégâts. Vous êtes poursuivi, on peut saisir vos comptes, on peut vendre vos biens. Et ça, le ministère en charge de la Justice le fait bien à travers le procureur de la République. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'on communique pour que les gens comprennent. Voilà. Donc ça, moi, je pense que c'est un processus en cours. On va se reprocher de ces acteurs-là pour que les gens comprennent qu'effectivement, quand il y a un problème, on ne s'arrête pas là et qu'il y a un travail qui est fait pour des sanctions plus sévères même, à l'endroit vraiment de ceux qui ne respectent pas la réglementation en matière de construction. Je pense qu'on peut nous saisir à travers le numéro vert qui est le 1378. Et nous avons également un numéro WhatsApp sur lequel on peut nous envoyer des images, on peut nous faire des écrits, on peut nous envoyer les localisations géographiques de certains bâtiments qui présentent une certaine instabilité. Et ce numéro WhatsApp, c'est le 07 89 04 87 36. Je reprends 07 89 04 87 36 et le numéro vert, c'est le 13 78. Maintenant, pour revenir aux sanctions, les sanctions sont à deux niveaux. Il y a des sanctions qui sont prises par le ministère en charge de la construction, notamment les amendes administratives, les démolitions partielles et les démolitions totales. Et aujourd'hui, nous n'hésitons pas à démolir quand il est avéré que vous construisez dans l'illégalité. Le deuxième niveau de sanctions, ce sont les sanctions qui sont prises au niveau du ministère en charge de la Justice, après enquête, quand le procureur, naturellement, de la République se saisit du dossier. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes d'accord avec la population, nous sommes d'accord avec vous, John Gué. Il faut qu'on communique sur les sanctions, ce qui peut dissuader vraiment nos populations. Ce qui va dissuader certainement tous ceux qui s'avisent à construire. Parce que si vous avez construit et qu'il y a un incident, et que toute la population sait que vous avez été pris et que vous êtes en prison, je pense que désormais tous les autres qui vont construire, ils vont faire attention. Donc c'est une mesure assez dissuasive à laquelle nous tenons, et c'est pour ça que je l'ai dit lors de nos échanges, que nous sommes en train de créer une passerelle avec le ministère en charge de la Justice pour qu'on voit dans quelle mesure communiquer vraiment sur ces appels. Ils ont leurs règles, mais il faut qu'on échange avec eux pour comprendre quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour qu'on puisse communiquer davantage sur les différentes actions pour l'ensemble des bâtiments qui ont fait l'objet d'un espace d'effondrement avec tout leur colorat de dégâts matériels et de pertes en vie humaine. On ne peut pas décider de faire l'économie sur la vie des Ivoiriens, sur la santé de nos populations. Ce n'est pas acceptable. Donc désormais, tous ceux qui seront pris dans le filet répondront de leurs actes et seront sanctionnés à la hauteur vraiment des actes posés. Donc une fois encore, j'en appelle à la conscience de tous pour qu'on arrive, il faut que les mentalités soient disposées, soient façonnées pour que désormais le recours systématique aux professionnels soit la règle et qu'on arrive à zéro effondrement. Je voudrais, pour terminer, au nom du ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, vous remercier une fois encore pour l'opportunité, n'est-ce pas, que vous nous avez donnée et qui nous a permis de nous adresser à la population, de sensibiliser, de communiquer une fois encore à la population. Merci. Chers tous, nous venons d'avoir un échange donc, avec M. Messou, qui est donc le directeur de la construction, de la maintenance et de l'architecture. Je ne sais pas si ces échanges vous ont permis de mieux comprendre, mais je voudrais, avec la permission donc, de l'équipe de production, m'adresser à chaque acteur de ce puzzle. Trop, c'est trop. Population de Côte d'Ivoire, dans votre volonté d'avoir un toit, dans votre volonté de pouvoir investir dans tout ce qui est immobilier, choisissez les professionnels. Si vous vous rendez compte que la personne sur qui votre choix s'est porté ne donne aucune garantie, prenez attache avec le ministère de la Construction. Chers frères et sœurs qui travaillent au ministère de la Construction, si vous avez des difficultés pour joindre les deux bouts chaque fin de mois, adressez-vous à votre hiérarchie. Ce n'est pas avec ces petits raccourcis, en prenant de l'argent ici et là, en mettant en danger même votre ministère, sa réputation, mais surtout la vie des Ivoiriens, que vous allez y arriver. Trop, c'est trop. Vous,
les professionnels, vous qui avez donc en main ces chantiers, à quoi ça sert de prendre du matériel de mauvaise qualité ou bien le mettre à la place où il ne fallait pas, comme l'a dit le directeur, quand on sait que les conséquences sont dangereuses? Ce n'est pas la première fois. Nous sommes tous interpellés. Faisons attention. Et là, vous êtes prévenus, la prochaine fois que un va tomber dans le filet, nous allons apporter notre contribution avec nos caméras au niveau de live. Je vous rappelle que notre ligne de conduite, c'est une télé sans filtre. Nous allons filmer ces malfrats. Ces gens qui font beaucoup de mauvaises choses en Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'on les montre, on floute leur image. Ce jour-là, on ne va pas flouter votre image. Nous allons le montrer donc en mode de vision pour que cela serve de leçon. J'ai mal pour toutes ces familles. Au nom de l'équipe de production, je vous adresse nos condoléances les plus attristées. Que Dieu vous fortifie. On se retrouve quand? Dimanche prochain pour un autre problème. Merci de l'intérêt accordé à cet instant de complicité entre vous et nous. À bientôt.